Qu'est-ce qui fait un bon film de vampire et pourquoi le Dracula de Coppola est sans doute ce qui s'est fait de mieux en la matière jusqu'ici? Et surtout, comment est-ce que ce chef-d'œuvre souvent incompris a redéfini le mythe du vampire à lui tout seul? Comme il s'agit d'un de mes films préférés et même de mon préféré certains jours, je vais me faire un plaisir de répondre à ces questions. Alerte spoilers. Le vampire, c'est l'une des créatures mythiques que le 7e art n'a eu de cesse de nous servir à toutes les sauces depuis qu'il existe. D'abord effrayant, puis aussitôt parodié, parfois répugnant et parfois beau gosse, le vampire au cinéma, et en particulier sa plus célèbre incarnation, Dracula, nous accompagne depuis toujours. Pour le meilleur et pour le pire. Rassurez-vous, aujourd'hui, on va surtout parler du meilleur. Et pour les gens qui regardent cette vidéo et qui n'aiment pas le Dracula de Coppola, comme on l'appelle par chez nous, eh bien figurez-vous que je ne vous aime pas non plus. Puisqu'on parle d'un grand film de cinéma que vous pouvez revoir à la maison, je suis là pour vous parler de notre partenaire, sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est un expert dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité, c'est de mettre vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 16 magasins en France ou sur leur site internet. Et aujourd'hui, on va causer barre de son, parce qu'avoir une bonne télé ou un bon vidéoprojecteur, c'est bien, mais il faut que ça suive sur le plan sonore. Et justement, sonvideo.com a actuellement un super deal à vous proposer avec la JBL Bar 500. Et déjà, j'apprécie pour une fois que le nom soit plus simple à prononcer. À l'origine, elle vaut 649 €, mais vous pouvez la commander sur le site de sonvideo.com pour 390 €. Et ça, c'est cool. Du super matos au prix d'une entrée de gamme, ça fait plaisir, d'autant que vous n'avez pas juste la barre de son, mais le caisson de basse qui va avec. Et ça, c'est important sur une bonne barre de son. Tout ça se connecte très facilement à tous vos appareils, votre écran, votre console de jeu ou votre lecteur Blu-ray 4K, d'autant que la barre de son est adaptée pour le Dolby Atmos. Il y a plein d'autres options, comme la technologie Pure Voice qui optimise la clarté des dialogues, et ça pour moi c'est devenu essentiel sur une barre de son. Mais en plus, vous pouvez utiliser plus généralement la JBL Bar 500 comme une enceinte connectée, avec du Bluetooth ou du AirPlay 2 pour faire la fiesta et être maudit par vos voisins. C'est hyper versatile, surtout pour ce prix-là, donc si ça vous intéresse, le lien est en description, et n'hésitez pas à jeter un œil au reste du catalogue de sonvideo.com. Si Antoine veut bien me rendre la parole, reprenons les choses au début. Au moment où le film arrive sur les écrans, fin 92 aux États-Unis et début 93 en France, le comte Dracula a déjà connu plusieurs grands moments de cinéma adaptant de manière plus ou moins fidèle le roman de Bram Stoker. Il y a évidemment la première occurrence, Nosferatu le vampire de Murnau, sorti en 1922 et dans lequel le comte Dracula, incarné par Max Schreck, devient le comte Orlok, la production n'ayant pas les droits. Cette œuvre est fondamentale pour le cinéma d'horreur en général et définit un certain aspect du vampire monstrueux repris dans pas mal de films. Il y a évidemment le sublime remake de Herzog, Nosferatu, fantôme de la nuit, sorti en 1979, avec Klaus Kinski, Isabelle Adjani et Bruno Ganz. Mais c'est aussi cette conception de Dracula qui a inspiré la même année l'apparence de la bête dans la mini-série de Toby Hooper, Les Vampires de Salem, tirée du roman de Stephen King. On peut citer aussi Le Dernier Voyage du Déméter, sorti lui en 2023, dans lequel le design du vampire est l'un des rares aspects positifs. Le point commun à toutes ces interprétations de Dracula, qui mettent l'accent sur sa nature monstrueuse d'homme chauve-souris, ce sont surtout les dents. Ben oui, la dentition chez un vampire, c'est pas anodin. Et figurez-vous que même si aujourd'hui on a tendance à représenter les vampires avec des canines pointues, dans le roman de Bram Stoker, ce trait n'est absolument pas précisé. Il est question de longues dents pointues, oui, mais pas spécialement des canines. C'est pour ça que le premier Nosferatu a, de manière très logique, misé sur les incisives, donnant au comte Orlok cet aspect dérangeant. Mais 9 ans après Nosferatu, en 1931, le vampire quitte le monde du muet avec Todd Browning. Dans cette version, Bela Lugosi change la créature monstrueuse en aristocrate sexy, mettant en place un autre mythe, celui d'un Dracula brun ténébreux, charismatique et bien sapé. C'est le point de départ de la représentation la plus commune du vampire aujourd'hui qui sert de base au déguisement de vos gamins pour Halloween. Beaucoup succéderont à Lugosi en respectant son cahier des charges, comme évidemment Christopher Lee, John Carradine, Frank Langella et même récemment Nicolas Cage. Dans ces versions aux cheveux gominés, soit Dracula n'a pas de dents proéminentes, soit il s'agit de ses canines, probablement parce que c'est plus naturel, plus discret et donc plus facilement séduisant. Mais rassurez-vous, de toute manière, la description faite par Bram Stoker n'a rien à voir avec aucune de ces versions, et dans les deux teams, il est bien question de sensualité, de métaphore sexuelle et de dépravation honteuse, donc on s'y retrouve. Bref, au moment où le Dracula de Coppola arrive sur les écrans, donc, il va réunir le meilleur de ces deux écoles, et même y ajouter le background de Vlad l'Empaleur, prince de Valachie et Dracula historique, pour proposer une version extrêmement riche et complète du célèbre vampire. D'ailleurs, le titre anglais du film est bien Bram Stoker's Dracula, comme si Coppola désirait livrer une adaptation référence particulièrement fidèle au roman. Pour le côté référence, c'est réussi.
Pour le côté fidèle, c'est pas toujours ça, mais on y reviendra. Peu de temps après, en 94, Coppola produit d'ailleurs le Frankenstein réalisé par Kenneth Branagh, dont le titre original est Mary Shelley's Frankenstein, avec toujours cette volonté affichée de mettre en scène la vision du texte original. Pourtant, ce n'est pas Coppola qui initie le projet de son Dracula, c'est le scénariste James V. Hart qui, un beau jour, a l'idée d'écrire une adaptation plus proche du roman. Il s'y attelle en 1977, rien que ça, et il travaille de temps en temps sur une longue période. Lorsqu'il termine le scénario de Hook, il est disposé à mettre les bouchées doubles sur son Dracula. Problème, la seule possibilité qu'on lui offre dans un premier temps, c'est d'en faire un téléfilm. Mais séchez vos larmes, pauvre mortel, car en l'an de grâce 1990, l'inénarrable Winona Ryder, qui adore le roman car elle a bon goût, pose ses yeux divins sur le scénario, et il lui plaît. Elle trouve que c'est beau et que c'est une métaphore très intéressante sur le sida, comme c'est régulièrement le cas dans les histoires de vampirisme. Ça tombe bien, à l'époque, Ryder est la star montante d'Hollywood et elle peut permettre à des projets de se monter rien qu'en disant qu'elle va jouer dedans. C'est ce que j'explique dans ma vidéo consacrée à sa carrière que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne, à laquelle vous pouvez toujours vous abonner, on ne sait jamais. Et tant qu'à faire, vous pouvez aussi vous abonner pour pas cher à notre site auquel on vient d'offrir un relooking et sur lequel vous aurez droit à plein de contenus libres et aussi plein de contenus exclusifs réservés à nos abonnés chéris. Bref, donc Winona Ryder, elle va choisir de proposer le scénario à un certain Francis Ford Coppola avec qui elle a envie d'apaiser les tensions. Parce que Coppola, il sort tout juste du Parrain 3, dans lequel Ryder devait jouer le rôle de Marie Corleone, sauf qu'elle avait dû annuler sa participation au dernier moment pour problème de santé, et que le réalisateur l'avait remplacée par sa fille, Sofia Coppola, dont la prestation ne fut pas vraiment encensée par la critique. Ryder, qui dira qu'elle voyait le scénario de Dracula comme un opéra et qu'elle voyait Coppola aussi comme un opéra, et donc qu'il fallait se faire rencontrer les deux, propose au réalisateur de potentiellement peut-être considérer l'option éventuelle de faire le film avec elle. Ce bon Francis est tout de suite charmé par l'idée. Et voilà que la machine est lancée, et qu'elle réunira bientôt Gary Oldman, Anthony Hopkins, Sadie Frost, Tom Waits et plein de gens stylés, et même Monica Bellucci. Mais elle est lancée timidement la machine, parce que niveau budget, ça reste quand même pas incroyable. On est sur seulement 40 millions de dollars, sachant que la même année, Hook est budgété à 70 millions. Batman le défi se fait pour 80 millions et Terminator 2 pour 100 millions. Donc on est vraiment dans la fourchette basse des productions hollywoodiennes de genre de l'époque, et c'est pas si étonnant parce que même si aujourd'hui Coppola est connu comme un grand réalisateur ayant signé pas mal d'œuvres cultes, c'est quand même un type abonné aux flops commerciaux. En fait, depuis Apocalypse Now, il enchaîne les bides et passe son temps à s'endetter pour monter de nouveaux projets. On peut notamment déplorer l'échec cuisant de Tucker, Cotton Club, Jardin de Pierre et de mes deux chouchous, les superbes Rusty James et Coup de cœur. Spoiler, ça se passera mieux avec Dracula qui rapportera quand même plus de 200 millions de dollars. Cool. Mais bref, avec ce budget modeste, Coppola va devoir trouver le moyen de créer tout un univers fantastique pour pas trop cher. Et ça tombe bien parce que le réalisateur a dans l'idée de faire du film un hommage à la naissance de son art, et d'allier la magie des vampires à celle du cinéma. Au-delà de la très belle séquence au cours de laquelle Mina et Dracula découvrent certaines des premières images du cinématographe, Coppola va faire référence aux procédés artisanaux du 7e art tout au long du film, et s'en servir activement pour produire ses effets. Pas forcément facile à produire d'ailleurs, parce que Coppola, qui tenait à réaliser ce qu'il estimait être de véritables tours de magie pour créer ses effets sur le plateau, voulait limiter la post-production au maximum et tout faire au tournage. Discours pas évident à tenir quand vous avez des Terminator 2 qui se tournent à côté. Tant et si bien que Coppola, face à une équipe d'effets spéciaux qui refusait de se passer du numérique, vira tout le monde et les remplaça par son fils, Roman Coppola. Oui, alors la dynastie Coppola qui se maintient sous l'égide du patriarche Francis, c'est quelque chose. Toujours est-il que le réalisateur obtient donc gain de cause, puisque tous les effets du film seront bien fabriqués au tournage, avec des doubles expositions, des miroirs, des matte paintings, etc. Bien évidemment, l'influence de La Belle et la Bête de Jean Cocteau est très présente et particulièrement pertinente dans un film qui veut osciller entre film d'horreur et conte de fées. Le rendu fait main, parfois assez expérimental, est d'une beauté époustouflante. Le tout sublimé par l'envoûtante partition de Wojciech Kilar en plus. Ça sent le studio et le carton-pâte à plein nez, mais fait avec un charme et une vision telle que ça fonctionne du tonnerre, surtout en adaptation d'un roman hérité de la littérature gothique. Il y a une rencontre parfaite entre artifice du cinéma et fantastique qui est volontairement mise en scène à l'écran à travers ses effets, et je trouve ça passionnant. En découle un discours plus large et plus profond sur l'illusion, le réel, l'art, la morale, etc. Mais on se lancera dans tout ça une autre fois. J'en profite quand même pour donner ma petite interprétation d'un sujet qui frustre parfois les gens sur ce film, les transformations de Dracula. Parfois, il arbore cette apparence de jeune comte fringant, parfois celle d'un vieillard inquiétant, et avec une coupe en forme de fesse, parce que pourquoi pas, et parfois celle d'une vieille chauve-souris géante dégueu qui pue.
Qu'est-ce qui justifie ces changements d'état? À mon avis, c'est représentatif de la manière dont les personnages le perçoivent. Un monstre aux yeux des hommes qui le traquent et un énorme BG aux yeux de celle qui est prédestinée à l'aimer. Une belle manière de réunir le Dracula monstrueux et le Dracula sexy dont on parlait au départ, et ça va aussi avec toutes les règles que le film établit sur la nature du vampire, qui ont rarement été aussi bien explicitées et qui ont l'air de servir un peu de référence depuis. Le fait qu'il puisse se transformer en chauve-souris bien sûr, mais aussi en loup-garou, en fumée, en rat, etc. Et le fait qu'il ait besoin de voyager avec de la terre bien de chez lui par exemple. Tout ça c'est pas du tout nouveau dans le mythe du vampire. Simplement, le film de Coppola livre cette espèce d'encyclopédie un peu exhaustive du vampire, avec le passé du démon et le moment où il a été maudit par Dieu, ses pouvoirs, ses désirs, la manière dont on peut le tuer, etc. etc. Mais puisque je disais à l'instant que le film parlait d'art, j'en profite aussi pour souligner que Dracula est très inspiré par l'art pictural. C'est aussi ce qui le rend aussi baroque. L'influence la plus évidente et la plus connue est sans doute celle de Klimt, dont l'artiste génial Eiko Ishioka s'est inspiré pour faire les costumes. Pour Coppola, les costumes étaient l'élément esthétique le plus important du film, et il devait faire office de peinture de l'âme des personnages. C'est pourquoi, lorsque Ishioka choisit de s'inspirer du baiser de Klimt pour concevoir la tunique de Dracula dans la dernière séquence, elle permet de ramener le personnage, alors montré dans toute sa monstruosité, à ce qui le meut au plus profond de lui-même, à savoir l'amour. Et je vois aussi une autre référence à Klimt dans le film, même si je n'ai pas trouvé de source pour confirmer mon interprétation. Selon moi, l'image dans laquelle apparaît le titre au début du film est inspirée du tableau Judith et Holoferne, et promis, c'est pas juste une envie de ma part de rattacher un film à un tableau qui porte mon nom. Sans blague, le cadre de ce tableau, qui représente donc l'héroïne biblique Judith, tenant la tête du général Holoferne dans ses bras après l'avoir décapité, est augmenté d'un cadre métallique fabriqué par le frère de Klimt, sur lequel le nom du tableau est gravé. La référence à une œuvre représentant un guerrier barbu décapité par une femme brune dans un univers doré et baroque me semble plus que plausible, même si l'histoire de Judith et Holoferne n'a évidemment rien à voir avec celle de Mina et Dracula. Mais ce n'est que mon avis. En revanche, pour la scène où Dracula découvre le corps sans vie d'Elisabetta, qui s'est noyée, c'est Coppola lui-même qui veut que la jeune femme ressemble à l'Ophélie de John Everett Millais grâce à sa pose, son expression et les motifs de sa robe qui rappellent des plantes. De cette manière, le metteur en scène pose d'entrée de jeu l'idée que ces personnages sont pareils à des héros tragiques shakespeariens, bien plus que les pions simplifiés d'une bête histoire d'horreur. Et de cul. Ce parti pris, c'est selon moi l'un des coups de génie du film. C'est la première fois qu'une histoire de grand amour et de réincarnation vient donner une autre profondeur à Dracula, sachant que cette dimension n'existe pas du tout dans le roman. Et ça fait partie des choses qui font que, je l'avoue, même si j'aime beaucoup le livre, je trouve le film de Coppola encore meilleur, voilà, c'est bon, je l'ai dit. Si être cinéphile est un crime, alors arrêtez-moi. Mais le metteur en scène ne fait pas que s'inspirer de peinture, puisqu'il peint lui-même avec les couleurs à l'image. Je pense notamment à l'abondance de liquides qui sont montrés à l'écran, le sang, la morphine, l'eau, etc. Pour moi, c'est une imagerie qui renvoie à la théorie des humeurs d'Hippocrate, populaire dans la médecine antique et selon laquelle la santé d'une personne était due à l'équilibre de 4 fluides dans son corps. Le sang, rouge, synonyme de vitalité, la bile jaune, synonyme de violence, la lymphe, bleue, synonyme de nonchalance, et la bile noire, synonyme de mélancolie. On a longtemps conservé des habitudes médicales liées à cette théorie un peu farfelue mais néanmoins poétique, et beaucoup de problèmes de santé physique ou mentale ont été considérés comme le résultat d'un excès ou d'un manque de l'un de ces fluides. Et la méthode de guérison pouvait donc consister à retirer, ou éventuellement ajouter, l'un de ces fluides dans le corps. Cette espèce de mécanique des fluides est constamment sublimée à l'image au gré des passions qui animent les personnages, et les couleurs qui vont avec dictent les couleurs des costumes de Mina. C'est au cours du XXe siècle, et donc au cours du siècle que sont en train de quitter les personnages de Dracula, que s'opère un progrès fulgurant de la médecine et l'apparition de la psychiatrie, qui vont petit à petit amener au dépassement de ces vieux modèles. C'est donc particulièrement intéressant de faire résonner cette esthétique des humeurs dans un univers à la jonction des deux siècles, à la fois hanté par des chimères mythologiques et pris dans l'effervescence presque futuriste de la révolution industrielle, entre tradition et modernité quelque part. Bref, pour revenir sur les amants shakespeariens dont je parlais avant cette parenthèse sur les fluides corporels, je voulais dire que cette dimension d'amour passionnel, ajoutée au sous-texte sexuel de l'histoire originale, a profondément infusé notre vision du vampire. C'est pas pour rien si, 15 ans plus tard, on s'est retrouvé avec Twilight. I've never wanted a human's blood so much in my life. On avait aussi un peu de ça dans le pas franchement réussi Dracula Untold, dont on ne verra probablement jamais la suite, qui reprenait l'idée qu'à l'origine du prédateur de l'époque victorienne, il y avait un Vlad l'Empaleur déchiré par la mort de sa zouze. Désolé pour le spoiler, mais vraiment tout le monde s'en tape de ce film, donc notons que la zouze en question meurt d'ailleurs à la suite d'une longue chute qui fait écho au suicide d'Elisabetta au début du Coppola. Aujourd'hui, ça semble compliqué de se réapproprier Dracula, ou du moins
une version pas totalement monstrueuse de lui, sans introduire une forme d'histoire d'amour qui traverserait les âges, tant le film de Coppola a fait fort sur ce plan. Il y a même un peu de ça aussi dans la mini-série Netflix de 2020. Mais pour le réalisateur, ça a aussi une importance capitale que d'avoir mis en scène cette histoire de réincarnation et d'amour éternel. Parce que depuis longtemps, il y a un thème qui obsède Coppola, et c'est la question du temps. Le temps et sa relativité, sa maniabilité, sont le sujet central de Peggy Sue s'est mariée, L'homme sans âge, Tétro, Twixt et désormais Megalopolis et j'en passe. Dans chacun de ces films, Dracula y compris, Coppola questionne le temps d'une manière qui pourrait être résumée par l'un des paradoxes de Zénon, en l'occurrence celui de la flèche. Je vous la fais courte parce que vous connaissez peut-être déjà, mais ce paradoxe pose la question de savoir si une flèche peut réellement atteindre sa cible. J'explique. Si le temps dont nous faisons l'expérience est composé d'une infinité d'instants pendant lesquels le temps ne s'écoule pas, comment la flèche peut se déplacer dans l'air alors que son mouvement est conditionné par le passage du temps? Ce paradoxe met en avant l'idée qu'une conception linéaire du temps, comme un ruban composé d'une suite de présents statiques, est mortifère et enferme notre expérience de la vie dans un schéma étriqué. Coppola semble, je dis bien semble, s'inspirer de ce que le philosophe Bergson a répondu à ça, à savoir qu'au temps linéaire s'oppose la durée, un mouvement perpétuel qui nous anime et qu'on ne peut ressentir que par intuition. Si vous voyez Megalopolis, vous verrez que l'idée d'une matière mouvante et intuitive comme salut de l'humanité est justement le centre de l'histoire. Parce qu'évidemment qu'un artiste comme Coppola, dans cette vision-là du temps, va être tenté d'identifier ce qui est le plus nécessaire et le plus immuable dans la vie humaine, comme la capacité à aimer par exemple. L'amour, c'est un sentiment. Une énergie qui ne peut pas se mesurer en fonction du temps que vous passez à le ressentir. I have crossed oceans of time to find you. Et donc, dès lors, pourquoi ne pas imaginer des histoires dans lesquelles différentes époques, différentes sections du temps communiquent pour que l'amour éternel l'emporte sur la vie et la mort? Alors je pourrais passer des heures à vous parler de cette thématique dans les films de Coppola parce que je pense que c'est peut-être le sujet qui me passionne le plus dans toute l'histoire du cinéma, mais tout ça c'est pour dire que son Dracula, bien qu'il ne soit pas apprécié de tout le monde, c'est un film qui tire vraiment le mythe du vampire vers quelque chose de particulièrement beau et profond, et ça, c'est difficile d'en revenir quand on passe après. Bon, c'est sans doute pas le seul lien à faire entre Dracula et Megalopolis, au vu des accusations de comportement déplacé sur le tournage de Megalopolis qui vise Coppola, puisque Francis aurait eu les mains et la bouche baladeuses avec des figurantes dénudées. C'est le genre de question qui ne doit pas beaucoup l'atteindre, puisqu'il a clamé haut et fort vouloir caster des acteurs cancel et surtout pas faire un film woke. Et oui, parce que Papa Francis est un vieux. C'est pas nouveau, mais comme j'adore ces films, ça me fait quand même bien chier. Je suis déçu. Alors non, sur le tournage de Dracula, il n'y a pas eu de rumeurs de harcèlement, mais pas sûr que le confort des femmes sur le plateau ait été une priorité, puisque comme je l'explique dans ma vidéo sur Winona Ryder, l'actrice a quand même eu à subir une certaine violence verbale de la part du réalisateur, ainsi que les humeurs de Gary Oldman. Si ce Dracula est le film de vampire ultime, ce n'est pas seulement parce qu'il est super méga génial, c'est parce qu'aujourd'hui, il est difficile de refaire un Dracula sans prendre en compte son héritage. Sauf si, dans un mouvement un peu libérateur, vous revenez plutôt à la version Lugosi avec une bonne dose de second degré, comme c'est le cas dans Renfield et dans Abigail. J'ai déjà donné pas mal d'exemples précédemment, mais je vais mentionner aussi la bande-annonce du Nosferatu de Robert Eggers, dont la sortie est prévue pour décembre. Si le but du film est de refaire un remake du film original de Murnau, comme l'avait fait Werner Herzog, certains plans, comme celui-ci ou celui-là, laissent à penser qu'il y aura un peu de Coppola Energy dans l'histoire. De son côté, le roman de Stephen King, Salem, va aussi connaître une nouvelle adaptation, puisque le film de Gary Doberman sortira en France sur Max le 3 octobre. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Dracula de Coppola. Enfin, en attendant évidemment les 10 autres vidéos, les 2 thèses et les 3 documentaires que je sortirai aussi volontiers dessus. Et si ça vous a un peu intéressé, n'hésitez pas à poursuivre ce beau moment avec la critique vidéo de Megalopolis, assurée par ces bons Alex et Antoine. On se retrouve bientôt, ou peut-être pas, ou peut-être qu'on s'est déjà retrouvés, ou peut-être qu'on se retrouvera dans le passé. Bref, bisous.